aujourd'hui. Donc doit-il, lui, aller au-delà des recommandations de la Fédération française de football? Il l'a déjà fait sur d'autres sujets pour prendre position. Je pense que la clé qui est la plus importante, c'est de dire que l'équipe de France n'appartient pas à un parti politique. L'équipe de France, elle est censée réunir tous les Français derrière un objectif commun, qui est justement de représenter le pays, représenter la nation dans le cadre des équipes, dans le cadre d'une compétition sportive. Donc la politique, au sens la politique politicienne, n'a rien à faire dedans. Les grands sportifs, et notamment les joueurs de foot, doivent s'engager sur des causes, parce qu'on leur reproche, comme vous venez de poser la question, on leur reproche de ne pas suffisamment s'engager sur l'homophobie. Notamment, je prends l'exemple de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde du Qatar, le groupe avait refusé de manifester avec un signe la lutte contre l'homophobie au Qatar, parce que ça posait problème à certains joueurs, notamment de certaines origines. Ça en dit long quand même sur ce qu'est aujourd'hui l'état du foot. Le football aujourd'hui, on a des joueurs qui effectivement viennent pour la plupart des quartiers populaires, notamment, alors Marcus Thuram, c'est un peu différent, parce qu'il est fils d'un ancien joueur de foot professionnel et il a grandi en Italie, donc pas en France. Et qui a été longtemps le parangon de la lutte contre le racisme. Effectivement, Lilian Thuram étant une personnalité politique, qui n'est pas juste un sportif. Et Marcus Thuram est un joueur qui a joué, est né en Italie, qui est loin des préoccupations que vivent les Français. Je rejoins ce que vous venez de dire, et qui a grandi dans un monde avec beaucoup de confort. Non, le point qui est donné, c'est qu'aujourd'hui l'équipe de France ne doit pas être prise à partie par des partis politiques. Il faut que les joueurs d'équipe de France aient un devoir de réserve vis-à-vis des partis politiques, mais par contre ils doivent s'engager sur l'appel à voter, sur la démocratie, sur ce genre de choses par exemple. Mais c'est tentant, Karim Abric, pour beaucoup par le passé, Lilian Thuram, mais également Zinedine Zidane. Je reprends l'expression d'Emmanuel Macron au G7 à Bari, on est chez les fous. On marche sur la tête. Non, mais franchement. Complètement. Non, mais il faut dire quand même quelque chose. Ça fait combien de temps que l'ultra-gauche et que tous ces acteurs-là foutent le bordel dans le pays ça fait depuis des décennies que le problème dure. Ça fait depuis des décennies que l'ultra-gauche intimide l'ensemble des partis politiques de droite, même du centre, voire même de la gauche socialiste modérée, notamment lorsque c'était sous François Hollande. Il y avait aussi l'ultra-gauche qui manifestait dans les rues tout le temps contre la loi travail, contre un certain nombre de lois. Non, ça fait des décennies que cela dure, il faut que cela cesse. C'est pour ça que nous, on recommande sur ces associations d'ultra-gauche de les qualifier de terroristes. Pourquoi ? Parce que justement, elles instiguent la peur et la terreur auprès de nos concitoyens pour pouvoir justifier un message politique, ce qui est la définition même du terrorisme. La question qui se pose quand même pour le gouvernement, c'est que le gouvernement, ça fait depuis 7 ans qu'il est aux manettes de l'État et il n'a jamais rien fait suffisamment pour pouvoir enrayer le problème de l'ultra-gauche dans notre pays. La doctrine qu'avait employé le gouvernement, c'était de faire un pour un. Dès qu'on ferme une association d'ultra-gauche, il faut absolument qu'on aille fermer une association d'ultra-droite. Le problème, c'est que quand on regarde au niveau global et au niveau national le nombre d'associations d'ultra-gauche et le nombre de militants d'ultra-gauche et le nombre de militants d'ultra-droite fichés S, c'est du rapport de 1 pour 2, voire 1 pour 3. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont d'ultra-gauche dans notre pays. Et donc si vous appliquez la doctrine du gouvernement du 1 pour 1, vous n'allez pas suffisamment enrayer le problème, vous allez laisser perdurer des dizaines et des centaines de militants d'ultra-gauche qui se comportent comme des voyous dans notre pays. Karim Abric, comment imaginer gouverner quand on Quatennens, quoi qu'il ait fait, mais on ne pardonne pas à Raquel Garrido ou Alexis Corbière qui ont eu le malheur de prononcer des mots, des phrases qui ont choqué, enfin en tout cas qui ont embarrassé Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, c'est le problème de LFI. LFI, en fait, est très prompte à donner des leçons de démocratie, notamment aux autres partis politiques sur un certain nombre de sujets. Mais par contre, quand il s'agit de la démocratie interne de leur propre parti, ils se comportent de manière totalitaire. Ils organisent aujourd'hui des manifestations un peu partout contre le Rassemblement national, contre l'extrême droite, contre la montée du fascisme, etc. Mais ils se comportent comme ces partis-là précédemment. Le problème qu'ils ont avec Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon, en 2008, a fait la scission avec le Parti socialiste après justement un moment de démocratie interne où les militants du Parti socialiste ont voté massivement plutôt pour la ligne Ségolène Royal, donc la ligne de la social-démocratie, plutôt que celle de la gauche radicale portée par Jean-Luc Mélenchon. Il avait quitté le parti. Lui considère que dans un parti politique, il ne peut y avoir qu'une seule ligne. Dans un parti politique, il ne peut pas y avoir des contestations internes. Et c'est pour ça que dès lors que Clémentine Autain, Raquel Garrido, Alexis Corbière, etc., commencent à contester ne serait-ce qu'un seul chouïa de la ligne politique portée par Jean-Luc Mélenchon, il est dans une optique, la seule logique qu'il voit, lui, c'est de les exclure progressivement et donc de les mettre au banc, à la fois d'abord du groupe à l'Assemblée nationale et puis ensuite après probablement du parti politique de la France Insoumise. Et ce qui est quand même à noter, c'est que malgré tout,
cette vision-là de la politique s'est aussi développée sur d'autres partis de gauche. Les écologistes, notamment avec Sandrine Rousseau et l'affaire Julien Bayou, se comportent de la même façon, c'est-à-dire que dès lors qu'un élément ne conteste la ligne politique ou fait des choses qui sont en contradiction avec ce que eux sont leurs valeurs, ils sont très prompts à les exclure, à les répudier, etc. Peut-il être encore Pierre-Henri Bovis, Premier ministre du futur gouvernement si le Front populaire venait à gagner? Et on l'entendra dans Raphaël Garrido ou Alexis Corbière qui ont eu le malheur de prononcer des mots, des phrases qui ont choqué, enfin en tout cas qui ont embarrassé Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, c'est le problème de LFI. LFI, en fait, est très prompte à donner des leçons de démocratie, notamment aux autres partis politiques sur un certain nombre de sujets. Mais par contre, quand il s'agit de la démocratie interne de leur propre parti, ils se comportent de manière totalitaire. Ils organisent aujourd'hui des manifestations un peu partout contre le Rassemblement national, contre l'extrême droite, contre la montée du fascisme, etc. Mais ils se comportent comme les partis, ces partis-là précédemment. Le problème qu'ils ont avec Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon, en 2008, a fait la scission avec le Parti socialiste après justement un moment de démocratie interne où les militants du Parti socialiste ont voté massivement plutôt pour la ligne Ségolène Royal, donc la ligne de la social-démocratie, plutôt que celle de la gauche radicale portée par Jean-Luc Mélenchon. Il avait quitté le parti. Lui considère que dans un parti politique, il ne peut y avoir qu'une seule ligne. Dans un parti politique, il ne peut pas y avoir des contestations internes. Et c'est pour ça que dès lors que Clémentine Autain, Raquel Garrido, Alexis Corbière, etc., commencent à contester ne serait-ce qu'un seul chouïa de la ligne politique portée par Jean-Luc Mélenchon, il est dans une optique, la seule logique qu'il voit, lui, c'est de les exclure progressivement et donc de les mettre au banc, à la fois d'abord du groupe à l'Assemblée nationale et puis ensuite après probablement du parti politique de la France Insoumise. Et ce qui est quand même à noter, c'est que malgré tout, cette vision-là de la politique s'est aussi développée sur d'autres partis de gauche. Les écologistes, notamment avec Sandrine Rousseau et l'affaire Julien Bayou, se comportent de la même façon, c'est-à-dire que dès lors qu'un élément ne conteste la ligne politique ou fait des choses qui sont en contradiction avec ce que eux sont leurs valeurs, ils sont très prompts à les exclure, à les répudier, etc. Peut-il être encore Pierre-Henri d'ailleurs de la France Insoumise ou de cette union de la gauche? Il y a le risque aussi, c'est ce qu'identifie Nicolas Sarkozy dans cet entretien, Mathieu Hoc, c'est le risque de violence, de chaos, de violences urbaines, c'est ce dont il parle, puisque effectivement il y a aujourd'hui un clivage, il y a deux France qui s'opposent, et cela risque d'être exacerbé dans le contexte des élections législatives de cette fin de mois. Oui, ce qui est très intéressant dans l'interview de Nicolas Sarkozy, c'est qu'effectivement, c'est un président qui est attaché à l'ordre, à l'unité du pays, et il a véritablement au cœur de sa vision de réparer un pays qui est profondément fracturé. Et là où c'est intéressant, le deuxième point qui est intéressant quand même dans cette interview, c'est qu'il est attaché aussi à la fonction du président de la République, à ce que cela suppose. Or, ce que l'on voit, c'est que Emmanuel Macron, sur la question de l'incarnation de la fonction présidentielle, a en quelque sorte failli, puisque en prononçant la dissolution, il a ajouté à toutes les crises qu'on a connues aujourd'hui, des crises politiques, avec la loi immigration, etc., des crises sociales, la crise des agriculteurs, les gilets jaunes, etc., il a ajouté la pire des crises pour la Ve République, qui est une crise institutionnelle. Aujourd'hui, on a un risque réel de ne pas avoir de majorité à l'Assemblée nationale, de ne même pas avoir de majorité relative tout court, et donc en fait d'avoir une Assemblée qui soit une Assemblée nationale qui soit non majoritaire, qui n'ait pas la possibilité de dégager un gouvernement qui puisse gouverner le pays. Et justement, alors que pourtant la Ve République quand même a été faite par le général de Gaulle pour éviter ce risque-là. Comment on a pu arriver aujourd'hui, après 7 ans de macronisme, à une crise institutionnelle majeure? C'est-à-dire qu'on n'a pas de majorité, on a un affaiblissement du pouvoir présidentiel parce que Emmanuel Macron, au 7 juillet, n'a plus de pouvoir quasiment. Il n'a plus de pouvoir, on va lui imposer une cohabitation, soit avec le Rassemblement national, soit éventuellement avec une personnalité de gauche en fonction des résultats des élections législatives. Il n'aura ni pouvoir présidentiel quasiment et on va être dans une situation ingouvernable à l'Assemblée nationale. Donc le problème, et je pense que c'est ce que soulève en quelque sorte l'interview de Nicolas Sarkozy, c'est que le président de la République a provoqué une crise institutionnelle majeure, inédite pour la Ve République. La politique française, Karim Abric, est devenue un champ de évoque son ancien adversaire François Hollande avec son retour et qui cite une phrase: quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Je ne sais pas si c'était directement à l'intention de François Hollande, mais on peut le croire, non? Ah oui, c'est complètement pour lui. C'est pour lui, d'accord, très bien, je voulais savoir, je voulais décrypter. Non, ce que dit Nicolas Sarkozy sur la position de François Hollande, c'est quand même quelque chose qui est simple, c'est que François Hollande a été élu contre Nicolas Sarkozy avec les voix en partie du Rassemblement national et celle du MoDem.
Donc il a été, c'est pour ça que par rapport à ce que vous disiez, Nicolas Sarkozy a été battu par François Hollande, non pas parce que les gens ont voté pour François Hollande, mais parce qu'une partie des gens ont voté contre Nicolas Sarkozy. Donc c'est plutôt ça. Et donc là-dessus, il se dit la chose suivante, c'est que François Hollande a bénéficié des voix de l'extrême gauche, notamment de Jean-Luc Mélenchon, du Front de gauche à l'époque, du MoDem et également en partie du Rassemblement national qui l'ont battu. Aujourd'hui, il s'allie avec Jean-Luc Mélenchon et il pose la question suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, François Hollande est prêt à siéger dans un groupe à l'Assemblée nationale pour lequel le responsable politique à Matignon, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est tout ça qui est savoureux. D'autant plus qu'il faut savoir quand même qu'il y a une inimitié très forte entre François Hollande et Jean-Luc Mélenchon depuis le début, notamment depuis ce fameux congrès de Reims en 2008 où Jean-Luc Mélenchon claque la porte au Parti socialiste. Depuis, les deux